Bonjour à tous, cette vidéo fait suite à une première partie qui est déjà disponible sur la chaîne et aujourd'hui nous allons aborder le thème du règlement des conflits d'attribution entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire par le tribunal des conflits. Institué dans un premier temps par l'article 89 de la Constitution de 1848, dans le but de gérer des conflits d'attribution des juridictions administratives et judiciaires, le tribunal des conflits va connaître un succès relativement éphémère, puisqu'il est supprimé en 1852 avec l'avènement du Second Empire, mais il renaîtra par la suite grâce à la loi du 24 mai 1872. La création de ce tribunal tire sa raison d'être dans les lois du 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire qui a instauré la séparation des autorités administratives et judiciaires. Depuis 1790, la répartition des compétences entre l'administration et le juge judiciaire était opérée par le Conseil d'État. Le tribunal des conflits est donc chargé de déterminer quelle juridiction est compétente pour juger d'un litige. Il peut également intervenir exceptionnellement pour juger une affaire sur le fond. Et il est important de noter que les décisions rendues par le tribunal des conflits ne sont pas susceptibles de recours et font jurisprudence. Où se trouve-t-il ? Eh bien, le tribunal des conflits se réunit au Palais Royal, dans les locaux du Conseil d'État à Paris. La photo que vous voyez affichée ici est la salle des conflits, dans laquelle se tiennent les réunions. Pour ce qui est de sa composition, ce tribunal est strictement paritaire, puisque sa formation ordinaire comprend 4 magistrats, issus de l'ordre suprême de la Cour de cassation, 4 conseillers membres du Conseil d'État et 2 suppléants dont l'un est élu par un membre du Conseil d'État et l'autre par un membre de la Cour de cassation. Les membres titulaires choisissent parmi eux, pour 3 ans, un président issu alternativement du Conseil d'État et de la Cour de cassation. De plus, 4 rapporteurs publics sont chargés d'exposer publiquement lors de la séance leurs opinions sur les questions que présenteraient les affaires proposées. Au vu des éléments que nous venons d'aborder, nous pouvons nous demander quels sont les différents types de conflits pouvant être portés à la connaissance du tribunal des conflits. Afin de répondre à cette problématique, nous analyserons sous forme de 5 points les différentes attributions du tribunal des conflits et les mécanismes lui permettant d'honorer sa mission principale. Nous aborderons donc le conflit positif, le conflit négatif, le conflit sur renvoi, le conflit de décision et enfin la durée excessive de procédure. Le tribunal des conflits a plusieurs missions et l'une d'entre elles est de gérer les conflits positifs. Un conflit positif, c'est le cas dans lequel l'autorité administrative soustrait à une juridiction de l'ordre judiciaire la connaissance d'un litige au motif que celui-ci serait réservé à l'autorité ou à la juridiction administrative. Dans ce cas précis, seul le préfet du département ou le haut-commissaire de la République, dans la situation des collectivités d'outre-mer, a la qualité pour agir. Pour ce qui est de la procédure, le préfet doit en premier lieu demander à la juridiction initialement saisie, donc la juridiction judiciaire, de se dessaisir du dossier en lui adressant un déclinatoire de compétences, par lequel elle demande à cette juridiction de se déclarer officiellement incompétente à statuer. L'effet de ce déclinatoire de compétences est d'obliger le juge judiciaire à statuer en priorité sur la question de compétence. Si la juridiction judiciaire admet son incompétence, elle est automatiquement dessaisie du litige. Mais si au contraire elle s'estime compétente pour statuer du litige, alors le préfet du département dispose de 15 jours à compter de la réception du rejet de déclinatoire de compétences pour adresser un arrêté de conflit au tribunal des conflits. L'arrêté de conflit a pour effet d'obliger la juridiction à surseoir à statuer, c'est-à-dire que l'instance en cours est interrompue jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal des conflits. Ce dernier va donc rendre une décision dans un délai de 3 mois et se prononcer sur la compétence de la juridiction. Un conflit négatif est constitué lorsque le juge administratif et le juge judiciaire, ayant été successivement saisis de la même affaire, ont décliné la compétence de leur ordre juridictionnel, alors même que la compétence appartient bien à l'un ou à l'autre. Ici, les 2 juridictions effectuent une double déclaration d'incompétence. Mais dans ce cas, comment cela se déroule ? Eh bien, ce n'est pas au préfet d'agir, contrairement au conflit positif, mais au justiciable lui-même de saisir le tribunal des conflits en lui transmettant une requête qui explique les motifs de la demande accompagnée des documents nécessaires. Cependant, cette procédure est maintenant plutôt rare. À titre d'exemple, en 2005, le tribunal des conflits a traité 7 conflits positifs et seulement 1 conflit négatif. La même année, le tribunal des conflits a été saisi de 29 dossiers en prévention de conflits négatifs, ce qui représente plus de la moitié des saisines. Si une telle différence existe, c'est parce qu'il existe 2 mécanismes de prévention qui ont pour but de réduire le nombre de conflits négatifs, d'offrir un gain de temps aux justiciables et d'éviter, entre autres, une double déclaration d'incompétence. Ces mécanismes dits de renvoi ont été instaurés premièrement par le décret du 28 octobre 1849 qui a été abrogé et remplacé par le décret du 25 juillet 1960.
Ce décret a dans un premier temps mis en place une obligation pour la dernière juridiction s'étant prononcée négativement sur sa compétence de saisir le tribunal des conflits. Ce dispositif est devenu, dès les années 70, le principal mode de saisine du tribunal des conflits. Dans un second temps, le décret de 1960 a permis une procédure facultative de renvoi au tribunal des conflits par la juridiction suprême de chacun des deux ordres de juridiction, le Conseil d'État et la Cour de cassation, confrontés à une difficulté sérieuse de compétence. Le décret de 2015 est venu par la suite étendre ce renvoi facultatif à l'ensemble des juridictions, du fond et de la cassation, permettant à toute juridiction saisie d'un litige qui présente une question de compétence, soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, de renvoyer au tribunal des conflits le soin de trancher cette question. De plus, les décisions rendues par le tribunal des conflits faisant jurisprudence, les juridictions n'ont plus besoin, dans certains cas, de se poser la question sur leurs compétences. Par exemple, le tribunal des conflits a rendu le 27 novembre 1952 l'arrêt préfet de Guyane fixant la frontière entre la compétence des deux juridictions dans l'appréciation des actes du service public de la justice. Dans sa jurisprudence du 23 juin 2003, intitulée Aéroport de Paris, le tribunal des conflits vient souligner que si une décision qu'il a rendue est obscure ou ambiguë, la partie intéressée peut introduire un recours en interprétation. Lorsque la juridiction judiciaire et la juridiction administrative ont rendu des décisions définitives contradictoires pour des litiges portant sur le même objet, il s'agit d'un conflit de décision. De ce fait, le justiciable n'a pas obtenu la réponse judiciaire à laquelle il a droit et est donc victime d'un déni de justice. Dans ce cas, ce sont les parties qui saisissent le tribunal des conflits sur le fondement de l'article 15 de la loi du 24 mai 1872 pour qu'il juge l'affaire sur le fond, sans possibilité de recours. Cette saisine doit être accompagnée d'une requête signée d'un avocat au conseil et doit se faire dans un délai de 2 mois après la dernière décision. À titre d'exemple, après avoir reçu des soins dentaires lui ayant causé des complications, une patiente a conservé de lourdes séquelles. Afin d'obtenir réparation, cette dernière a d'abord saisi le tribunal administratif, puis la cour administrative d'appel et enfin le tribunal judiciaire. Les juridictions administratives ont reconnu la faute de l'hôpital ainsi que du médecin traitant qui ont tardé à agir, tandis que la juridiction judiciaire a, elle, écarté toute faute du médecin traitant. Ainsi, dans un arrêt rendu le 14 février 2000, le tribunal des conflits a reconnu la faute de l'hôpital, mais pas celle du médecin traitant. Si vous voulez en savoir davantage sur les motifs ayant motivé cette décision, il s'agit de l'arrêt nommé Ratiné, publié au registre Le Bon. En ce qui concerne la durée excessive de procédure, lorsque la procédure est excessivement longue, les parties peuvent demander à être indemnisées pour le préjudice subi, et dans ce cas, c'est le tribunal des conflits qui statue sur le fond ces demandes. Il faut noter que la durée excessive n'est pas définie par un délai fixe, mais par une analyse au cas par cas qui intègre la complexité de l'affaire, le comportement des parties ou encore le déroulement des procédures par exemple. Justement, à titre d'exemple, en 2008, un salarié a été licencié après un conflit avec son employeur et a entamé des procédures administratives et judiciaires pour contester ce licenciement. Au total, ces procédures ont duré plus de 9 ans et demi et le justiciable estime que cette durée excessive a entraîné un préjudice moral. Le tribunal des conflits a, par un arrêt rendu le 9 décembre 2019, condamné l'État à indemniser le justiciable pour le préjudice moral subi à la suite des procédures excessivement longues. Pour conclure, bien que jugeant peu d'affaires chaque année, 33 en 2023, on peut voir sur ce graphique que le tribunal judiciaire et le tribunal administratif sont égaux quant au nombre d'erreurs de jugement qu'ils commettent, ce qui montre bien que le tribunal des conflits est réellement nécessaire pour les deux juridictions. Pour répondre à notre problématique, nous avons vu que de nombreux conflits différents peuvent être portés à la connaissance du tribunal des conflits, même si les jurisprudences et les mécanismes de prévention tendent à réduire leur nombre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère avoir été assez claire, et sinon vous pouvez laisser un commentaire et je tenterai d'y répondre.